d'un congrès à New York et j'étais dans l'avion à côté d'un voyageur qui s'est révélé être un Américain qui habitait il y a quelques jours en Louisiane et qui m'a dit qu'il était Cajun. Alors j'ai demandé ce que c'était qu'un Cajun parce que je ne savais pas. Il me dit ben, ce sont les Acadiens qui sont allés en Louisiane. Et le mot acadien est devenu cadien, cajun, parce que voilà, c'est un problème de prononciation tout simplement. Et donc il m'a raconté, le voyage entre New York et Paris a duré 8 heures, hein, parce qu'on est dans le mot essence par rapport au courant aérien. Et donc on a eu le temps d'en parler, il m'en a parlé au moins pendant 4 heures. Si bien que j'ai découvert, et à la fin il me dit, vous voyez, quand même, en France, vous les Français, nous les Français, d'ailleurs il a dit, nous les Français, on a une histoire très particulière. C'est le seul exemple dans l'histoire de la France d'un dérangement comme ça. J'ai dit non, non, pas du tout. Voilà. Et donc je lui ai raconté l'histoire des Pieds Noirs, il m'a dit qu'il ne connaissait pas, et j'aurais dû aller, mais quand il m'a proposé d'aller faire une conférence à Herat, donc vous direz où c'est Herat tout à l'heure, ce jour-là, mon passeport était périmé, donc ça posait un problème, et donc je ne suis pas allé. On a correspondu pendant un certain temps, et puis maintenant, bon, il était né en 47, hein, donc vous voyez, et je me suis renseigné là, il est toujours vivant, et il continue à être actif, parce qu'il a créé, comme je vais vous le dire, il a créé une association qui défend l'usage du français en Louisiane. Alors, pour que tout le monde soit un petit peu, parce qu'on va parler de dates qui sont lointaines, et donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant ces règnes-là concernant les Acadiens. Depuis Henri IV jusqu'à Napoléon Ier. Napoléon Ier, c'est pour la Louisiane. Il a vendu la Louisiane aux Américains en 1803, parce qu'il fallait bien qu'ils financent un petit peu ces guerres en Europe. Bon, et de Louis XVI, donc Louis XIII, Louis XIV, XV et XVI. Donc, sur les diapositives, vous verrez en rouge le roi qui était là à ce moment-là, pour que ça vous donne un petit peu, parce que sinon, quand on ne connaît pas bien cette histoire, on est un peu perdu. Alors, cet homme que j'ai rencontré, c'est Warren Perrin. Warren Perrin, en fait, Warren Perrin. Et il me dit, vous savez, j'ai un prénom anglophone, parce que de 1922 à 1947, le français était interdit en Louisiane, et les prénoms français, d'origine française, étaient également interdits. Et donc, comme je suis né en 1947, quelques mois avant les nouvelles dispositions, eh bien, mes parents ont été obligés de me donner un prénom voilà, donc, qui n'était pas francophone. Alors, il m'a expliqué qu'il y avait à ce moment-là 400 000 Cajuns. Aujourd'hui, j'ai regardé, il y en a 450 000, qui sont donc en majorité des descendants des Acadiens. Parce qu'en dehors des Acadiens francophones, il y a aussi des gens qui sont venus d'Haïti. Vous savez, quand Haïti a été, ça s'appelait Saint-Domingue à l'époque, donc a été devenue indépendante, eh bien les Noirs ont fait la chasse aux Blancs, et donc tous les colons français ont quitté et sont allés pour une partie en Louisiane. Donc il y a beaucoup de francophones, d'ailleurs, on dirait 2 mots tout à l'heure. Et ils se battent donc, ils se battent toujours, ils se battent moins, pour conserver l'usage du français et les traditions françaises. Et en 1990, il a créé avec un de ses amis, Weldon Granger, mais Granger c'est aussi un nom français, comme Perrin, et une fondation pour l'héritage et la culture acadienne, propriété du musée acadien d'Herat, hein, dont je vous montrerai une photo de l'époque. Alors, la Louisiane, vous voyez où c'est situé, hein, c'est situé au sud des États-Unis, sur le golfe du Mexique. L'Acadie, c'est par là, hein, on va en reparler. Et donc c'est un peu loin, hein, mais l'histoire explique pourquoi ça s'est passé comme ça. Alors, quand on était dans cet avion, il me dit, je vais en France parce que j'ai rendez-vous avec Monsieur Diouf, qui est le secrétaire général de l'organisation de la francophonie, pour voir si la Louisiane peut entrer dans la francophonie. Bon, ça a été long parce que en 2017, il m'a envoyé un papier, c'est la dernière fois que j'ai eu une correspondance de lui,
en me disant, ça y est, la Louisiane est membre observateur de la francophonie. Il a fallu avoir l'accord du gouvernement américain parce que ce n'était pas aussi évident que ça. Et, bon, je vous dirais, et à ce moment-là, il a été aidé par la gouverneure de Louisiane, qui était une Cajun, enfin, donc, dont je vous montrerai quelques éléments tout à l'heure. Et surtout, il avait reçu l'accord pour une audience auprès de la reine Elisabeth II, parce qu'il voulait quand même que les Anglais reconnaissent le tort qu'ils avaient fait aux Acadiens. Et donc là, il a eu cette proclamation royale d'Elisabeth II, donc moi c'était en 2001, donc 2 ans après. Les Anglais sont plus rapides que les Français pour accueillir les gens de prison. Reconnaître. Pour reconnaître, oui, un certain nombre de choses. Et donc, d'une part, donc, effectivement, la reine a reconnu dans cette... il y a le texte ici, mais bon, je vous le montrerai tout à l'heure, mais très rapidement. Et également, donc, désormais, dans tout ce qui a été des colonies anglaises qui ont été visitées par les Acadiens, par des Français, et donc tout le Canada d'une part, la Louisiane, eh bien, il y a le 28 juillet de chaque année une commémoration du Grand Dérangement. Pourquoi? Parce que c'est le premier jour où il y a eu un transbordement d'un certain nombre d'Acadiens qui ont été expulsés d'Acadie. Voilà, alors je ne vais pas vous... Voilà le texte que j'ai traduit un petit peu parce qu'il est en anglais, mais donc, d'une part, ils reconnaissent les conséquences tragiques du Grand Dérangement, et d'autre part, les erreurs et la maltraitance que les Anglais ont fait, et enfin, il dit donc qu'il y aura désormais, le 28 juillet de chaque année, eh bien, cette journée de commémoration. Alors l'Acadie, où ça se situe, bon, vous voyez, l'Amérique du Nord, donc c'est à l'extrême est du Canada, hein, juste la Terre-Neuve qui est ici, il y a Saint-Pierre-et-Miquelon qui n'est pas très loin, qui est à côté de Terre-Neuve, hein, donc voilà, l'Acadie, c'est là, hein, on va voir ça plus en détail. Alors, il faut savoir que donc, tout a commencé, l'histoire commence en 1604. 1604, c'est Henri IV. Et il demande à un de ses proches, qui s'appelle Pierre Dugas de Mons, hein, d'aller explorer un petit peu cette région pour voir si des colons français peuvent s'y installer. Et donc, Pierre Dugas de Mons, eh bien, s'en va avec 80 hommes sur un bateau à partir du Havre, et il amène avec lui notamment Samuel Champlain, vous connaissez, Samuel Champlain qui est un géographe, qui est un cartographe, etc. à l'époque. Donc, ils partent et ils vont arriver à l'île Sainte-Croix. L'île Sainte-Croix est située à 35 km de l'océan, sur une grosse rivière, un fleuve qui s'appelle le fleuve Saint-Jean. Et il y a une île ici, une petite île, hein, dont on voit actuellement voilà, l'île. C'est devenu d'ailleurs un lieu touristique. Hein, et donc ils s'installent sur cette île, ils arrivent au mois de juillet, c'est parfait, il fait beau, il n'y a pas de problème. Et ils s'installent. Et on a Champlain, ben, il fait son boulot, hein, c'est-à-dire qu'il va montrer comment était organisée la petite île hein, qui fait 12 hectares, hein, elle n'est pas très grande, hein, elle n'est pas très grande. Et ben, il y a donc le village lui-même avec des maisons, etc., une chapelle, parce qu'il y a un prêtre qui les a accompagnés, etc. Donc ils font ça. Mais l'hiver arrive, il fait très froid là-bas, il fait très froid. Ils sont isolés du reste du monde, hein, et une épidémie, entre guillemets, c'est pas une épidémie, mais le scorbut les atteint. Et 40 des 80, la moitié des gens meurent. Et donc ils se disent on ne peut pas rester là. Et donc ils vont quitter cette île pour aller un petit peu plus
plus près, dans la baie de Fundy, qui s'appelle d'ailleurs la baie française, qu'ils ont appelée baie française, et ils s'installent à Port-Royal. Port-Royal, c'est là, c'est en Nouvelle-Écosse. C'est une péninsule qui vient depuis le continent. Voilà. Et donc, ils s'installent. Et là, évidemment, bon, ils vont rester 2 ans, commencent à s'installer. Mais ils se rapprochent des Indiens qui sont là, les Amérindiens, la tribu Micmac, dont le chef s'appelle Manbertou. Il est baptisé du nom d'Henri par le prêtre. Ils sont très, très amis, à tel point que quand ils s'en vont, ils disent on va revenir, mais tu nous gardes nos maisons, tu nous gardes notre... Et effectivement, quand 2 ans après ils reviennent, tout est en ordre, il n'y a aucun problème, donc tout se passe très bien, ils se réinstallent et petit à petit ils vont développer cette colonie, ils sont très bien, et ils vont cultiver, ils vont pêcher, et ils vont chasser, et donc ils chassent notamment les animaux à fourrure, et puis également ils vont aller pêcher la morue pas très loin, etc. Enfin bref, donc il y a des échanges avec la métropole qui se font, tout se passe bien, la colonie grandit, et vous voyez, donc on est là, Terre-Neuve est ici. Et là, il y a ce qui est maintenant l'état du New Brunswick, du Nouveau-Brunswick, avec, alors je vous l'ai mis là, parce que c'est intéressant, c'est Caraquet. Caraquet, pour l'instant, c'est un tout petit village, mais qui, il y a une 50aine d'années, a été désigné capitale de l'Acadie. Et je connais beaucoup de choses sur Caraquet, parce que j'ai eu la chance, et certains d'entre vous aussi, de rencontrer Monseigneur Molinas. Jean-Yves Molinas est allé passer 3 ans là-bas pour relancer ce que je vous montrais tout à l'heure, l'Institut Sainte-Anne. Bon, c'est un détail où je pourrais vous parler beaucoup. Je vais essayer de ne pas aller trop loin quand même. Voilà, donc il m'a raconté ça et il était très content d'être là-bas. Alors, les Français, bon, la colonie grandit, on était donc en 1606, 1607, quand ils ont commencé à vraiment s'installer, mais petit à petit, il y a trop de monde, donc ils commencent à partir un petit peu, et en 1654, eh bien, ils sont un peu partout, vous voyez, donc il y a un certain nombre de colonies, de micro-colonies qui s'installent, etc. Bon, ils ne sont pas trop nombreux, c'est quelques centaines, il ne faut pas penser que c'est l'Algérie. Voilà. Et donc, on en arrive là, et on continue. Alors, à ce moment-là, la France va installer la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'est la Louisiane, qui va jusqu'à la Louisiane, en bas, donc toutes les États-Unis. Je ne sais pas si vous savez que quand les États-Unis ont été installés, eh bien, il s'en est fallu d'une voix à la Chambre des représentants pour que ce soit le français au lieu de l'anglais qui soit imposé comme langue. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait beaucoup de francophones à l'époque. Donc, enfin ça c'est un détail. Et donc il y a ici la Nouvelle-Angleterre, qui est beaucoup plus petite à cette époque, qui est tout le long du littoral atlantique, donc une colonie espagnole, et bien sûr il y a l'Espagne, avec ici maintenant la Nouvelle-Espagne, qui est le Mexique. Voilà. Donc on est en 1700, les choses avancent, et donc la colonisation de la Nouvelle-France va débuter en 1632, avec le traité de Saint-Germain-en-Laye, qui va céder le Québec et l'Acadie, qui étaient alors possession anglaise, à la France. Et donc ça a beaucoup changé. Louis XIII confie à ce moment-là la colonisation à Isaac de Razilly. Vous savez que Henri IV a été tué en 1608, si je ne me trompe pas. 10, voilà. Voilà. Donc là, on est maintenant en 1632, c'est Louis XIII qui est là, et Isaac de Razilly va être nommé gouverneur de la Nouvelle-France et gouverneur aussi de l'Acadie, gouverneur adjoint de la... il y a un petit détail entre les deux. Et il va amener 300 personnes en Acadie, d'autres personnes bien sûr au Québec, et parmi lesquelles donc des nombreuses Acadiennes d'aujourd'hui ont leurs ancêtres. Voilà.
Alors, combien d'Acadiens à ce moment-là? Eh bien, il y a une statistique que j'ai retrouvée dans les archives canadiennes, québécoises. Hein. Donc, à l'époque, vous voyez, par exemple, à Port-Royal, c'était 600 habitants à peu près, quoi. Hein, à Beaubassin, etc. Je passe pour tout un tas de petits lieux, hein. Donc il y avait moins de 900 personnes, hein. Enfin, donc ce n'était pas quelque chose de très important. Voilà, donc on retrouve un petit peu tous ces endroits de colonisation, hein, qui est la baie française d'une part, qui maintenant s'appelle la baie de Fundy, je vous l'ai dit, je crois. Hein, et voilà, donc il y a... Alors, en 1710, donc 10 ans après, les choses ont évolué. La Nouvelle-Angleterre est là, la Nouvelle-France est peut-être un peu moins importante, les Anglais sont apparus notamment de la baie d'Hudson. Voilà, donc on en est là, et on en arrive au traité d'Utrecht. Le traité d'Utrecht est le traité qui met fin à la guerre de succession d'Espagne. On est sous Louis XIV. Louis XIV a mis son petit-fils, qui est Philippe V, sur le trône d'Espagne. Hein, et bon, c'est les Bourbons, ils sont toujours en pouvoir là-bas, enfin ils sont toujours les rois, mais ce n'est pas du goût de tout le monde, et notamment des Anglais et des Autrichiens qui ont peur que la France devienne quelque chose de plus important. Donc il y a une guerre qui va durer 7 ans, et ça se termine par le traité d'Utrecht, dans lequel l'Acadie française est cédée à la Grande-Bretagne, sauf l'île Bourbon, hein, qui est maintenant l'île Royale, et son nom m'échappe maintenant, bon, la petite île qui est là-bas, qui s'appelle maintenant l'île du Prince-Édouard, Saint-Jean, c'était l'île Saint-Jean, voilà. Et l'article 15 donc, du traité d'Utrecht permet aux Britanniques d'obtenir le protectorat sur plus que ça, c'est-à-dire le territoire iroquois qui appartenait à la France, et celui donc de la vallée de l'Aujon. Louis XIV, c'est Terre-Neuve. Terre-Neuve, la moitié de Terre-Neuve était française, la moitié sud de Terre-Neuve était française, et la baie d'Hudson aux Britanniques. Et la France, quand même, garde le droit de pêche exclusif sur le littoral de l'île, notamment pour la morue. Donc l'île de Terre-Neuve était connue pour être riche en morue. Voilà, donc alors, on se retrouve donc avec l'Acadie insulaire, mais qui devient très rapidement la Nouvelle-Écosse. Pourquoi? Parce que les Anglais, ils ont envoyé des Écossais là-bas, parce qu'ils les gênaient un petit peu, envoyé plein d'Écossais là-bas pour coloniser. C'est pour ça que ça s'appelle toujours maintenant la Nouvelle-Écosse. L'île Bourbon, c'est là, et l'île du Saint-Jean, c'est ici. Le Nouveau-Brunswick, c'est ici. Ce sont autant d'États canadiens, hein, actuellement. Alors, en 1755, c'est la date importante qui nous concerne, eh bien, les Acadiens et les Français, vous voyez, un point représente 50 Acadiens et un rond représente 50 Français. Donc c'est à peu près... Voilà, donc il y a, vous voyez, à peu près où ils sont, en Nouvelle-Écosse. Alors, c'est surtout donc à l'île Saint-Jean qui est très dense, hein. Elle est petite, mais il y a beaucoup de monde. Hein. Voilà, donc 1755... Alors, ces Acadiens, eh bien, ils ont utilisé, ils viennent pour beaucoup du Poitou. Et donc, les marais salants, ils connaissent. Et donc, alors là, ils inversent le principe des marais salants, c'est-à-dire que quand à la marée montante, hein, l'océan, la mer salée arrive, et si on les retient, on garde l'eau salé, on attend que ça s'évapore et on a le sel. Bien là, ils font le contraire, c'est-à-dire que quand on est à marée haute, ils empêchent l'eau salée d'arriver sur les terres, et par contre, à marée basse, eh bien, ils permettent éventuellement aux eaux de pluie de se aller. Et ça a particulièrement rendu cette terre fertile, et donc ça leur permet
finalement, de beaucoup moins travailler la terre que pour les préparer que beaucoup d'autres. Et les Anglais qui voient ça ne sont pas très contents de voir des Français qui travaillent moins qu'eux et qui ont de meilleures récoltes. Enfin, donc c'est un élément aussi qui entre en jeu. Allez. Alors, il reste actuellement comment dirais-je, des résidus, enfin des ruines de ces aboiteaux, etc. Voilà, bon, j'ai réussi à trouver cette image, mais bon. Alors, tous ces Acadiens, d'où viennent-ils? Eh bien, ils viennent de France pour l'essentiel, hein, et notamment du Poitou. 90% d'entre eux sont poitevins, et puis des régions avoisinantes, hein, qui vont de la Saintonge jusqu'à la Bretagne, etc. Voilà. Alors, l'Acadie aujourd'hui, bien voilà, c'est ça. Il y a encore des Acadiens en Nouvelle-Écosse, ils ne sont pas très nombreux, mais ils se font connaître. Et surtout, il y a beaucoup d'Acadiens ici, et notamment ici des villes. C'est les villes frontalières avec le Québec, qui sont très francophones, à plus de 90%. Voilà. Donc on en est là, bon, je pense là-dessus. Et les Anglais, ben, ils ne sont pas très contents d'avoir ces Français, ces Acadiens qui sont là. Et dès 1720, ben, à la Chambre des députés, à la Chambre des Lords, ben, on commence à se poser la question de savoir comment on allait faire pour les... Et donc, alors j'ai retrouvé ce texte qui a été prononcé, je ne sais pas par qui, à la Chambre des Lords. Donc, il semble que les Français de Nouvelle-Écosse ne seront jamais de bons sujets de Sa Majesté. C'est pourquoi nous pensons qu'ils devraient être expulsés aussitôt que les forces que nous avons envoyées seront en mesure de les chasser. Et l'idée va se concrétiser donc en 1755. En 1755, pourquoi? Ben parce que une guerre de 7 ans encore se déclare, on est sous Louis XV. Marie-Thérèse d'Autriche voudrait récupérer la Silésie, qui est prussienne. La Silésie, c'est une petite province très riche et très peuplée, qui est à l'est de l'actuelle Allemagne, pratiquement à la frontière avec la Pologne. Et Philippe II ne le veut pas. Et donc la France, l'Autriche, la Russie et l'Espagne s'allient face à Prusse et l'Angleterre pour se battre. Et on arrive donc au terme de la guerre en 1763. Mais les Anglais prévoient ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils vont demander à la population acadienne réunie, à Halifax aujourd'hui, à l'époque ça s'appelait Chipuctou, et le major Wilson, qui est le chef de l'armée anglaise là-bas, ben, il lit une lettre du gouverneur qui transmet la volonté du roi et Georges II. Et donc il dit: je vais vous faire connaître les instructions et décisions de Sa Majesté, qui sont que vos terres et vos maisons et votre bétail et vos troupeaux de toutes sortes sont confisqués au profit de la couronne, avec tous vos autres effets, excepté votre argent et vos mobiliers. Et que vous-même, vous devez être transporté hors de cette province. Ce sont les ordres péremptoires de Sa Majesté Georges II. Voilà, et donc la déportation va commencer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 28 juillet. Alors, pourquoi? Ben donc, il pouvait échapper à cette déportation s'il signait un serment d'allégeance. Hein, il atteste, par exemple, c'est un de ceux qu'on peut retrouver. Alors, si vous voulez avoir des renseignements très, très complets pour tout ça, un historien québécois qui s'appelle Jacques, son nom m'échappe maintenant, bon, je vais le retrouver. Hein, donc, vous allez sur Acadien, Québec, et il a fait tout un site là-dessus, enfin, donc c'est assez précis. Donc, il a comparu donc, Pierre Béliveau devant la Cour des sessions générales de paix de Sa Majesté pour le comté du pays, et a fait le serment d'allégeance et de fidélité à Sa Majesté, selon la forme préférée par le gouvernement de cette province. Voilà. Donc, vous voyez, et bon, comme la plupart des Français ne veulent pas, eh bien, on va aller les chercher. Et où va-t-on aller les chercher? Le dimanche, à la sortie de la messe. Parce qu'ils sont catholiques.
hein. Et donc on prend les hommes, l'armée prend les hommes, et puis bon, ben, les familles les suivent. Puis quand il y en a qui se sauvent, hein, qui, notamment sur l'île Saint-Jean, c'est un prêtre qui dirige ça, et ben, donc on brûle leur ferme, on brûle leur maison, et puis voilà, donc c'est que ça se passe. Et voilà, donc là, le 17 juillet, vous voyez, donc il y a des représentations de ces réunions où on essaie de dire aux gens qu'il fallait partir. Hein, là, bon, c'est à Grand-Pré, là-bas c'est à Port-Royal. Et l'embarquement, le premier embarquement, 28 juillet 1755. Hein, et on voit donc mais ce sont des images, des dessins qui ont été faits bien après. Hein, donc c'est pas. Mais on a quand même un dessin de l'époque, en direct en quelque sorte, qui a été fait en 1758. Hein. Là aussi, des Acadiens s'étaient réfugiés, étaient partis, s'étaient réfugiés à Gashton. Hein. À Gashton, vous voyez, c'est beaucoup plus à l'intérieur des terres, au bord d'une rivière. Et donc les Anglais viennent et les chassent. Les Français attendent un petit peu, et puis reviennent après. Alors à ce moment-là, ils arrivent et ils viennent. Et ils vont tuer femmes et enfants, ils vont brûler les maisons, ils vont emprisonner les hommes, etc. Enfin bon, ils n'étaient pas très nombreux, c'était 80 ou 90. Hein. Bon, enfin bon, c'est un véritable massacre qui est toujours commémoré par les Acadiens, parce que c'est quelque chose évidemment d'important. Alors, ces Acadiens, ben, ils partent, et où sont-ils allés? Alors, il faut avoir que jusqu'à 1762, hein, donc pendant 7 ans, jusqu'à la fin de la guerre de 7 ans pratiquement, hein, voilà, on a où ils sont allés. Mais ça va continuer après, ça va continuer après. Alors donc il y a un certain nombre de gens qui s'échappent, qui vont vers le Québec, qui est encore français, qui vont vers la France, qui vont vers Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est française. Donc voilà. Mais sinon, il y en a beaucoup qui vont effectivement dans toute la. Qui sont envoyés dans la Nouvelle-Angleterre, hein, voilà, vous verrez tout à l'heure une photo. Hein, mais quand ils arrivent, certains arrivent dans le Maryland, là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que le Maryland, eh bien, il y a beaucoup de protestants d'origine française, et quand ils voient arriver les catholiques, ça ne va pas du tout. Donc bon, ils sont arrivés à 800, et quelques temps après, ils ne sont plus que 200. Tous les autres sont partis, parce qu'on les a laissés pratiquement mourir de faim, donc ils sont repartis, et beaucoup de ces gens-là sont partis, effectivement, vers la Louisiane. Alors, déportation des Acadiens, vous voyez donc un petit peu comment... Donc tout ce qui est en bleu, ce sont les déportés, tout ce qui est en rouge, ce sont ceux qui se sont enfuis. Il y a également donc, des gens qui sont partis vers la France, vers le Poitou notamment, c'est le Poitevin, et qui vont ensuite être hébergés, on dira 2 mots de ça tout à l'heure, qui ont été hébergés pendant un certain temps, mais qui ne se trouvent pas très bien, et qui repartent un peu, soit vers la Louisiane, soit vers les îles Malouines également. Donc on retrouve effectivement... Alors, quelles sont les raisons de ce grand dérangement? J'ai essayé de faire un petit peu le point sur tout ce qu'on peut en prendre. Ben, c'est d'une part le refus de prêter le serment d'allégeance à la couronne britannique, qui a été une des premières raisons officielles. Mais arrivés les premiers, effectivement, les Français ont occupé les terres les plus fertiles, les ont fertilisées, comme je vous l'ai dit, et ces terres sont convoitées par les Anglais. Les Anglais qui sont anglicans n'acceptent pas de cohabiter avec des catholiques. Il y a une guerre de religion qui se fait à ce moment-là. Et les Anglais convoitent aussi le commerce des peaux, que les Français, les Acadiens, monopolisent un peu grâce à leur alliance avec les Micmacs. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression tout un Micmac, enfin, donc, parce qu'ils avaient réussi à s'entendre, etc. Et ils s'occupent aussi beaucoup de pêche. Et ça gêne un petit peu les Anglais. Puis, il y a quelque chose aussi qui ne plaît pas aux Anglais, c'est que les Français n'ont pas chassé les Amérindiens, au contraire, se sont alliés avec eux, et que donc, quand les Anglais veulent intervenir, eh bien, les Indiens ne se laissent pas faire. Donc, et enfin, donc, en 1755, le gouverneur d'Acadie, qui s'appelle à ce moment-là Charles Lawrence,
eh bien, il dit, nous voulons chasser cette province, les Français qui ont toujours été nos ennemis, et encourager les sauvages à nous couper la gorge. Si nous réussissons à les expulser, ce sera le plus grand exploit que nous aurons accompli en Amérique, car la partie de cette province que ces Français habitent se trouve, dans la partie, pardon, de cette province où les Français habitent, se trouvent les meilleures terres du monde. Nous pourrons mettre à leur place de bons fermiers anglais, et nous aurons une abondance de produits agricoles. Voilà, donc il y a des raisons économiques, des raisons historiques, des raisons religieuses, etc. Alors donc, il y a eu aussi donc, un certain nombre de gens, à peu près 3000 personnes, donc, qui finalement sont parmi ces Acadiens qui sont arrivés en Louisiane. Hein, c'est quand même 2600 km plus au sud. Hein, voilà, donc ces Acadiens sont devenus les Cajuns d'aujourd'hui. Et donc, on retrouve encore aujourd'hui des traces de cela. Hein, en Poitou, par exemple, hein, ben, il y a une ferme acadienne à Archigny. Il y a une maison de l'Acadie à Loudun. Il y a dans certains villages, hein, notamment, bon, j'en ai pris un, il y en a plusieurs, vous pouvez le retrouver sur Internet si vous voulez, à la chaussée, ben, il y a une plaque qui est sur l'église, sur le mur de l'église, où, guidée par un certain nombre de gens, bien, plusieurs familles issues de cette paroisse ont émigré vers l'Acadie au XVIIe siècle. Il y a également dans cette région ce que s'appelle la ligne acadienne, qui vous pouvez visiter, hein, c'est-à-dire c'était tous ces gens qui se sont réfugiés, qui ont été accueillis par un seigneur local, qui leur a dit ben, vous cultivez mes terres, parce qu'elles ne sont pas cultivées, vous savez que les nobles ne cultivaient pas trop les terres, mais au bout d'un certain temps, ça ne leur a pas plu, essentiellement ceux-là sont repartis vers l'Acadie ou vers les îles Malouines. Alors, à Nantes, eh bien, il y a une rue des Acadiens, et derrière, là, c'est une photo, hein, à la mémoire des Acadiens, déportés du Canada par les Anglais et réfugiés à Nantes, attendant pour la plupart leur embarquement pour la Louisiane. Hein, et donc, aujourd'hui, ben, cette région qui a accueilli les Acadiens, qui était Chantenay, est devenue un quartier de Nantes. Hein, et donc, à peu près 3000 réfugiés sont passés par là. Hein. Et donc, il y a chaque année, ben, à Nantes, le 28 juillet, une petite cérémonie rappelant cela. Voilà, et il y a, dans la rue des Acadiens, ben, il y a une fresque qui est ici. Et puis, il y a un peu plus loin, ben, donc, également, ce tableau. À Belle-Île-en-Mer. Belle-Île-en-Mer, c'est un peu particulier, parce que Belle-Île-en-Mer, donc, est redevenue française. Elle a été occupée un certain temps, pas très longtemps, par les Anglais. Et quand, en 1766, eh bien, c'est redevenu français. Et les Anglais qui avaient emprisonné des Acadiens chez eux, là-bas, eh bien, ils ont relâché ces gens-là et ils les ont amenés à Belle-Île-en-Mer. Hein, donc 78 familles, 363 personnes hein, ont été envoyées. Et donc, alors on retrouve actuellement les installations de ces familles hein, qui sont sur l'île de Belle-Île-en-Mer, etc. Ben, actuellement, à peu près la moitié des habitants de Belle-Île-en-Mer sont des descendants de ces Acadiens. Ils ont un endroit où ils se réunissent tout le temps, une fois par an au moins. Voilà, c'est ici, après, et on retrouve effectivement donc un tableau là-bas, une fresque sur un mur. Et il y a beaucoup, si vous allez à Belle-Île-en-Mer, vous verrez qu'il y a un hôtel acadien, il y a, voilà, oui, il y a des restaurants d'Acadie, etc. Enfin, donc, c'est encore très présent, et là aussi, ben, ils fêtent chaque année le 28 juillet. À Cherbourg également, ben, des centaines d'Acadiens des îles Royales et des îles Saint-Jean, hein, qui sont les dernières à être restées françaises, eh bien, sont débarqués à Cherbourg en 1758 par les Anglais. En 1760, ils sont rejoints par les Acadiens de Cap-de-Sable, qui ont été également expulsés. Et la présence de ces communautés acadiennes qui venaient de différentes régions de l'Acadie, eh bien, ça a donné lieu à des thèses d'histoire, etc. Enfin, donc, parce que
de sociologie, parce que c'est pas tout à fait la même chose, et ils sont aperçus qu'ils ne vivaient pas de la même façon. Alors, en Calvados, eh bien, il y a toujours, vous voyez, en août de 2023, c'est tout récent, la 18e semaine acadienne. C'est relativement récent qu'on fait ça. Hein. Donc, il y a bon, la ligne, il a représenté à Archigny, c'est la même chose. Voilà. Et à Courseulles-sur-Mer en 2017, à Bénières-sur-Mer en 2001, etc. Des cérémonies, toujours du souvenir acadien qui se représente. Donc ça continue à vivre, et même ça revit, parce que pendant longtemps ça peut. En 1884, l'Acadie a décidé qu'il aurait un drapeau. Alors, c'est le drapeau français, vous voyez, mais avec une étoile. Pourquoi l'étoile? C'est parce que c'est l'étoile de Marie. Hein. L'Acadie a pour patronne cette Marie, la Vierge Marie. Donc voilà. Alors que le Québec, ce n'est beaucoup plus tard, ce n'est qu'en 1948 qu'il a eu ce drapeau. Alors, le jour du souvenir acadien, donc, eh bien, depuis 2004, le 23 décembre constitue un jour supplémentaire du souvenir acadien qui commémore le naufrage de 3 bateaux, 3 navires, qui sont survenus les 12, 13 et 16 décembre. Là, 850 personnes sont mortes, dont plus de 300 enfants. C'est le jour où le plus d'Acadiens sont morts lors de cette déportation. Les bateaux étaient partis de l'île du Prince-Édouard. Hein, et voilà, donc, et vous voyez, donc, en 2019, il y a du côté en Nouvelle-Écosse, bon, une photo, vous allez dans la presse, vous le retrouvez, ce genre de choses. Jour de souvenir acadien, le 13 décembre en 2000, bon, c'est au moment du confinement, donc il n'y a pas beaucoup de monde. À Altonville, c'est aussi en Acadie, voilà. Alors, le sanctuaire Sainte-Anne, dont je vous parlais tout à l'heure, Sainte-Anne du Bocage, hein, c'est avec un mémorial qui se retrouve ici, là, hein, vous allez le voir de plus près tout à l'heure. C'est là où le père Molinas a été envoyé. Enfin, il est allé là-bas à la demande de l'évêque, parce qu'ils avaient besoin de prêtres français francophones. Hein, ils n'avaient plus. Le sanctuaire Sainte-Anne était en train de fermé depuis un certain temps. Et quand l'évêque est allé à Toulon, Jean-Yves Molinas a accepté d'aller passer 3 ans. Et il m'a dit que quand il est parti de là, il y avait trois prêtres nouveaux qui étaient là et qui fonctionnaient, qui étaient aussi, puisque la paroisse de Caraquet, hein, c'est à quelques kilomètres, vous allez voir la géographie, hein, donc, et qui revit, etc. Donc il disait que vraiment les cérémonies religieuses, les messes sont très fréquentées parce que ces Acadiens veulent garder leur identité par rapport aux Anglais, et donc c'est une manière de montrer qu'ils sont différents d'eux. Parce qu'ils sont très mal considérés. Hein. On continue. Il m'a raconté qu'à l'université de Moncton, qui est une université bilingue, un professeur de français lui racontait que certains Anglais ne lui parlaient pas. Hein, donc, pour dire. Alors voilà ce mémorial où on retrouve évidemment donc, le grand dérangement, hein, des Acadiens. Voilà. Alors il y a un village acadien qui est ici. Vous voyez donc Sainte-Anne-du-Bocage est là, Caraquet est là. D'ici à ici, il y a 8 km. Hein, enfin, donc c'est pas énorme, hein, du village acadien au centre de Caraquet. Voilà. Donc ce village acadien, eh ben, c'est aussi un endroit touristique maintenant. Hein. Donc dans cet endroit, bien, il a commencé à exister en 1870 et il y a une maison qui date de 1773, hein, c'est la plus jeune maison qui a été retapée, etc. Mais on la voit, c'est là où une famille, donc la famille Martin, vivait, hein, c'est pas très grand. Il y a dans le Nouveau-Brunswick, donc je vous le disais tout à l'heure, une université acadienne, hein, on la retrouve là, hein, qui est francophone pour l'essentiel. Bon, une partie de l'enseignement se fait en anglais, mais l'essentiel de l'enseignement se fait en français. De moins en moins.
Voilà, il y a un mémorial acadien à Moncton. Il y a cette statue qui schématise le départ des Acadiens, hein, donc à Grand Pré en Nouvelle-Écosse. Il y a une presse, avec notamment là, actuellement l'Acadie Nouvelle, c'est un quotidien qui tire à 20 000 exemplaires et qui a, disons, beaucoup de lecteurs, on en parlera. Et parce que la vie acadienne au Nouveau-Brunswick, parce que c'est quand même là où il y a le plus d'Acadiens, il faut savoir qu'il y a un parti politique acadien qui existait jusqu'en 82. Il a fait 8% des voix aux élections de New-Brunswick. New-Brunswick, c'est 780 000 habitants. Il y a 360 000 francophones. Donc 80% d'Acadiens, parce qu'il n'y a pas que des Acadiens, évidemment. Il y a quelques gens originaires d'Afrique, notamment, qui vont là-bas. Hein. Voilà, donc ça, c'est un recensement de 2020 hein, que je vous donne là. Depuis, peut-être, ça a un peu évolué. Il faut savoir qu'il y a à peu près 80% de francophones quotidiens et il y a 20% de francophones exclusifs hein, dans certains endroits. L'Acadie Nouvelle, donc je vous ai dit tout à l'heure, 20 000 exemplaires, 45 000 lecteurs quotidiens, 71 000 chaque semaine en 2015. Hein, donc c'est quand même important. Hein, ça, vous voyez que sur les... Il y a 2 sites internet francophones. Il y a une chaîne de télé qui fonctionne 12 heures par jour. Alors, les villes les plus francophones, c'est Moncton, elle est située tout à fait donc, à la frontière du Québec. Hein. Il y a 18 000 habitants, 98% de francophones. À Tracadie sur Sheila, aussi 96% de francophones. Il y a Dieppe aussi, il y a un Dieppe là-bas. Vous voyez, donc il y a la paroisse de Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est la paroisse donc, de Dieppe. Voilà donc l'hôtel de ville de Dieppe, une rue de Moncton où il y a donc des faux commerces avec des enseignes en français. Et en Louisiane, c'est un peu moins bien sûr marqué, mais il y a quand même un conseil pour le développement français en Louisiane, le CODOFIL. Hein, voilà, avec il y a 260 000 francophones, hein, voilà, c'est pas mal. Il y a 12 enseignements, 12 établissements qui enseignent en français. Hein, donc vous voyez, les lycées français de la Nouvelle-Orléans, mais il y a donc 12 enseignements avec 6 200 élèves en 2019. Et ce qui est écrit dans la presse que j'ai pu lire, la presse, c'est qu'il voudrait pouvoir, mais il manque de financement pour agrandir, parce que la demande est supérieure à l'offre. Hein, donc il y a pas mal de... Et la langue française, c'est la première langue étrangère qui est enseignée en Louisiane. Alors, il y a un mémorial acadien, vous voyez, en l'honneur donc voilà, à Saint-Martinville, hein, qui est une petite ville de Louisiane. Il y a, dont je vous parlais tout à l'heure, donc du musée acadien d'Hérat. Hein, voilà, donc ça c'est la photo. Je ne sais pas si ça existe toujours, parce que c'est la photo que m'avait envoyée Warren Perrin. Et là, actuellement, ce que j'ai pu voir, moi, c'est que... Est-ce que c'est une... Voilà, donc... le drapeau de la Louisiane, hein, en français, et je vous parlais tout à l'heure de cette femme gouverneure de la Louisiane, hein, c'est Kathleen Babineau. Bon, elle a été gouverneure en 2004, bon, elle est décédée en 2019. Hein, donc, voilà, Saint-Martinville, il y a une statue d'Évangéline. Évangéline, alors c'est quelque chose, c'est une légende, mais bon, ça a été écrit, c'est une légende qui a été écrite au XIXe siècle. Et donc, c'est l'histoire d'une Acadienne qui a été séparée de son amoureux. Et donc, elle est partie, elle a perdu de vue son amoureux, à tel point que, très triste, elle a préféré rentrer dans les ordres, elle est devenue religieuse. Et lors d'une épidémie de peste qui est survenue en Louisiane, eh bien, elle a rencontré, des années après, son amoureux qui est mort dans ses bras.
Voilà, c'est l'histoire. Et donc, cette Évangéline est devenue un petit peu un symbole. Parce que si elle est effectivement en Louisiane, elle est partie de Louisiane, cette légende, bien, on la retrouve également à Lafayette. Lafayette, c'est en Louisiane, son nom dit bien ce que ça veut dire. Donc, c'est le symbole cajun, mais c'est également, donc, on la retrouve en Nouvelle-Écosse, on la retrouve à Caraquet, etc. Enfin, donc, voilà. Et tous les 5 ans, pardon, eh bien, il y a le grand congrès mondial des Acadiens. Alors, ça se déroule un peu différemment. Alors, le 15 août 2011, vous voyez, il y avait plus de 100 000 personnes qui venaient du monde entier. Voilà. En 2022, eh bien, là, on retrouve effectivement, donc, avec le Grand Tintamarre, mais il y a des conférences, il y a des débats, il y a dans plusieurs villes, etc. Enfin, c'est quelque chose d'assez particulier, qu'on peut voir. À chaque fois, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui y vont. Donc, on peut penser peut-être que nos descendants feront la même chose. On peut espérer. Voilà. Et en Nouvelle-Écosse, près de Cap de Sable, c'est un ami qui m'a envoyé cette photo, qui est allé là-bas. Il me dit, je suis passé, il y a une petite maison, il y a quelqu'un qui habite là, et il a mis devant, vous voyez, le drapeau acadien, donc montrer qu'il était toujours là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Roger. C'était très intéressant et surtout un sujet nouveau qui nous a permis de faire des comparaisons avec notre histoire. Mais peut-être que quelqu'un voulait intervenir. Après, bon, j'ai noté quand même, excusez-moi, la note d'espérance sur la fin. Voilà, peut-être que nos descendants se réuniront par centaines de milliers dans quelques années, pourquoi pas.